Vous connaissez certainement le crash présumé d'un ovni à Roswell en 1947. Le 17 avril 1897, une affaire similaire s'est produite à Aurora au Texas. Le mystère et les événements étranges qui l'entourent méritent largement qu'on s'y intéresse. Un crash d'ovni, un présumé alien, suivez-moi dans cette histoire mystérieuse. Le 17 avril 1897, un événement étrange se produisit dans la petite ville d'Aurora au Texas. Un mystérieux dirigeable métallique s'écrasa sur une ferme voisine, tuant le pilote. Ce dernier fut enterré au cimetière de la ville et y repose depuis lors, alimentant un mystère qui restera probablement à jamais irrésolu. Au fil des ans, des passionnés d'ovnis se sont appropriés ce dirigeable, spéculant que le pilote était un extraterrestre en se basant sur un article de journal affirmant qu'il était d'un autre monde. Mais je ne crois pas que ce soit ce que les témoins voulaient dire lorsqu'ils ont décrit le pilote ou son étrange appareil. Je pense que le crash de l'Aurora n'est qu'un petit élément d'un mystère bien plus vaste qui se déroulait dans le ciel américain à la fin de 1896 et en 1897. À la fin du 19e siècle, une vague d'observations d'étranges dirigeables de forme cylindrique et construits d'un métal inconnu et d'acier brillant, se produisit dans le ciel des États-Unis. Les témoignages affluaient de partout, bien que leur construction et même leur existence semblaient impossibles à l'époque. Aucun aéronef connu hormis les montgolfières, ne volait par ses propres moyens avant le décollage des frères Wright à Kitty Hawk. Que pouvaient bien être ces étranges vaisseaux? Qui les avait construits et plus étrange encore, qui les pilotait? Les témoignages concernant les prétendus membres d'équipage et pilotes les décrivaient généralement comme ayant une apparence humaine. La plupart d'entre eux transportaient des messages extraordinaires destinés aux populations au sol, tandis que d'autres semblaient posséder une intelligence supérieure, un teint particulier et un langage étrange. On croyait généralement que ces mystérieux dirigeables étaient l'œuvre d'un inventeur qui n'était pas encore prêt à révéler sa création au public. Thomas Edison fut si souvent soupçonné d'être à l'origine de ces dirigeables, qu'en 1897 il fut contraint de publier un communiqué niant toute implication. Les premiers témoignages concernant ces aéronefs, dotés d'immenses ailes métalliques et de faisceaux de lumière vive, sont apparus en Californie en 1896. Des centaines de personnes ont aperçu les dirigeables alors qu'ils entamaient ce qui semblait être une paisible tournée vers l'est à travers l'Amérique. La première observation eut lieu le 18 novembre 1896 et fut rapportée dans les journaux Sacramento Bee et San Francisco Call. Des témoins affirmèrent avoir vu une lumière se déplacer lentement au-dessus de Sacramento le soir du 17 novembre. Certains dirent apercevoir une forme sombre derrière la lumière. Un homme nommé Lowery rapporta avoir entendu une voix provenant de l'engin ordonné de prendre de l'altitude afin d'éviter de heurter le clocher d'une église. Il n'y avait pas d'église dans les environs, mais une brasserie locale possédait un clocher. Lowery décrivit également l'engin comme étant propulsé par deux hommes pédalant avec force. Au-dessus d'eux semblait se trouver un compartiment passager, situé sous le fuselage d'un dirigeable. Un phare était fixé à l'avant de l'aéronef. Certains témoins rapportèrent avoir entendu un chant lors du passage de l'engin. Le lendemain, un témoin affirma avoir aperçu le dirigeable ou un engin similaire au sol. Selon l'édition du 19 novembre du Stockton Daily Mail, le colonel Shaw déclara alors qu'il conduisait sa calèche dans la campagne près de Stockton, avoir aperçu ce qui semblait être un aéronef posé au sol. Shaw le décrivit comme ayant une surface métallique, totalement lisse à l'exception d'un gouvernail et d'extrémités pointues. Il estima son diamètre à environ 7 mètres et demi et sa longueur totale à environ 45 mètres. Trois hommes minces, mesurant chacun près de 2 mètres et demi, se trouvaient à l'extérieur du dirigeable, émettant un étrange gazouillis. Les hommes auraient examiné la calèche du colonel, puis tenté de l'enlever, apparemment pour le forcer à les accompagner jusqu'au dirigeable. Face à la résistance du courageux colonel, ils s'enfuirent vers l'engin qui décolla et disparut à toute vitesse. Le 21 novembre, le dirigeable auréolé de lumière mystérieuse est réapparu au-dessus de Sacramento. Il a également été aperçu au-dessus de San Francisco et Oakland plus tard dans la soirée. Il aurait été également vu par des centaines de témoins. Peu après, le mystérieux vaisseau commença à traverser le pays vers l'est, semant la terreur et laissant derrière lui des témoins perplexes. Certaines histoires concernant le dirigeable étaient pour le moins étranges. Par exemple,
Un témoin de l'Arkansas, un ancien sénateur d'État nommé Harris, se serait entendu dire par un pilote de dirigeable, dans le contexte tendu qui a précédé la guerre hispano-américaine, que l'appareil se dirigeait vers Cuba afin d'utiliser son canon Hotchkiss pour tuer des Espagnols. Au Texas, 3 hommes rapportèrent avoir croisé un dirigeable et 5 hommes vêtus de façon singulière qui affirmèrent être des descendants des tribus perdues d'Israël. Ils prétendirent avoir appris l'anglais lors de l'expédition au pôle Nord de 1553 menée par Sir Hugh Willoughby, un des premiers explorateurs anglais de l'Arctique. Un article du Albion Weekly News dans le Nebraska rapporta que 2 témoins avaient vu un dirigeable s'écraser à quelques centimètres seulement de l'endroit où il se trouvait. Le dirigeable disparut soudainement, ne laissant qu'un homme à l'endroit où il se trouvait. Le pilote du dirigeable montra aux hommes stupéfaits un petit appareil qui lui permettait soi-disant de rétrécir le dirigeable suffisamment pour le ranger dans sa poche. En avril 1897, le Saint Louis Post-Dispatch publia un article relatant la découverte par un certain Hopkins d'un dirigeable échoué près de Springfield dans le Missouri. L'engin mesurait environ 6 mètres de long et 2 mètres 40 de diamètre. Le dirigeable était apparemment propulsé par 3 grandes hélices et son équipage se composait d'une belle femme nue et d'un homme barbu lui aussi nu. Hopkins tenta non sans mal de communiquer avec eux afin de connaître leur origine. Finalement ils comprirent sa question et pointant tous deux le ciel, ils prononcèrent quelque chose qui ressemblait au mot Mars. L'aéronef mystérieux arriva peu après dans l'Illinois. Les premiers signalements eurent lieu à Evanston et dans plusieurs autres localités près de Chicago. Les journaux locaux répandirent rapidement la nouvelle que le dirigeable transportait des espions anglais, sans toutefois préciser pourquoi les Anglais auraient envoyé des espions dans le Midwest américain. Plus de 500 personnes furent témoins de l'apparition d'un appareil qui serait resté visible pendant plus de 45 minutes. Selon une description, le dirigeable était composé de 2 corps fusiformes reliés par des poutres, tandis que d'autres affirmaient qu'il était doté d'ailes et de voiles. Le dirigeable aurait séjourné 3 jours dans la région de Chicago, suffisamment longtemps pour être photographié par un marchand de journaux nommé Walter McCann. Ce dernier récupérait ses quotidiens à la gare de la Northwestern Railway lorsqu'il aperçut l'appareil venant du sud. Peu de temps auparavant, son fils avait gagné un appareil photo lors d'un concours d'abonnement et McCann s'était précipité dans son magasin pour le récupérer. Il ressortit en courant et prit une photo. Quelques minutes plus tard, il descendit en courant le long des voies ferrées et prit un autre cliché. Après le développement des plaques, McCann en distribua des copies à tous les journaux qui en firent la demande, mais refusa de vendre les négatifs. Les dessinateurs et le graveur du Chicago Times Herald soumirent les photos à la CID et les certifièrent authentiques. Malheureusement, ces photos ont depuis disparu. Après son départ de Chicago, le dirigeable a entamé une tournée à travers l'Illinois. Il a été aperçu dans des dizaines de villes et son itinéraire semblait totalement aléatoire. Il est apparu aussi bien dans le nord que dans le sud de l'État, se trouvant dans une région un jour et dans l'autre le lendemain. Le 5 avril il a été vu à Nashville dans le sud-ouest de l'Illinois, et le 8 avril à Dixon, Rock Island et Sterling. L'engin a survolé Jerseyville, Kankakee, Peoria et bien d'autres localités. Même en écartant nombre de ces témoignages, les considérant comme de simples exclamations ou des plaisanteries alimentées par la presse, il existe encore de nombreux récits crédibles et très similaires. La dernière observation du dirigeable a eu lieu à Roseville le 25 avril, après quoi l'appareil a repris son étrange périple. Au milieu de tous ces rapports sur les dirigeables, l'un des incidents les plus étranges liés à ces engins, ou apparemment à l'un des nombreux de ce type, se serait produit dans la ville d'Aurora au Texas. L'article parut dans le Dallas Morning News le 19 avril 1897, mais l'incident avait eu lieu 2 jours auparavant le 17 avril. Un journaliste a décrit la scène suivante. Ce matin vers 6 heures, les lève-tôt d'Aurora ont été stupéfaits par l'apparition soudaine du dirigeable qui survolait le pays. Il se dirigeait plein nord et beaucoup plus près de la Terre qu'auparavant. De toute évidence, une partie de la machinerie était défectueuse, car l'engin n'avançait qu'à 10 ou 12 miles par heure. Il survola la place publique, et parvenu au nord de la ville, percuta la tour de l'éolienne du juge Proctor et se pulvérisa dans une explosion terrible, dispersant des débris sur plusieurs hectares, détruisant l'éolienne et le réservoir d'eau.
Le pilote du vaisseau était apparemment le seul à bord et bien que sa dépouille ait été gravement défigurée, suffisamment de fragments de son corps ont été retrouvés pour prouver qu'il n'était pas originaire de ce monde. Comme mentionné précédemment, l'occupant de l'engin était mort et mutilé. Bien que les ufologues pensent que le pilote était un extraterrestre, le journal se contente d'affirmer qu'il n'était pas un habitant de ce monde. Cette affirmation pourrait faire référence à son apparence, à sa tenue vestimentaire, ou au fait qu'il pilotait un dirigeable qui n'aurait pas dû exister et non à une quelconque origine extraterrestre. Cependant, il était fait mention d'étranges figures hiéroglyphiques observées sur l'épave, ressemblant à un mélange d'aluminium et d'argent. L'engin devait peser plusieurs tonnes. En 1973, l'intérêt pour cette histoire se raviva et l'analyse des matériaux métalliques récupérés sur le lieu présumé du crash révéla une proportion inhabituelle d'aluminium et de fer. L'article se terminait en précisant que le pilote avait reçu des funérailles chrétiennes au cimetière de la ville. Lors de l'enquête sur le site du crash, les chercheurs découvrirent la pierre tombale présumée. Leurs détecteurs de métaux indiquèrent la présence possible de matériaux étrangers encore enfouis à cet endroit. Ils n'ont cependant pas été autorisés à exhumer ce qui pouvait se trouver en dessous, et lorsqu'ils sont revenus plusieurs années plus tard, la pierre tombale avait disparu. Une plaque commémorative de la Commission historique du Texas, située dans le cimetière, fait désormais référence à cet incident. Selon la légende locale, les débris de l'aéronef qui s'était écrasé auraient été jetés dans un puits voisin. Le mystère s'épaissit avec l'histoire de Broleot, qui avait acquis la propriété du juge Proctor vers 1945. Ott nettoya le puits afin de l'utiliser comme source d'eau, mais développa par la suite une arthrite extrêmement sévère, qu'il attribua à la consommation d'eau contaminée provenant des débris jetés dans le puits. En conséquence, Ott scella le puits d'une dalle de béton et y fit construire une dépendance en 1957. Il n'est pas surprenant que beaucoup aient fini par croire que cette histoire est un canular. Parmi les plus fervents défenseurs de cette théorie figurait Barbara Brammer, ancienne maire d'Aurora. Ses recherches ont révélé que dans les mois précédant le prétendu accident, Aurora avait été frappée par une série d'événements tragiques. La récolte de coton locale avait été ravagée par une infestation de charançons, un incendie à l'ouest de la ville avait détruit plusieurs bâtiments et fait de nombreuses victimes, une épidémie de fièvre boutonneuse avait entraîné la mise en quarantaine de la ville et enfin, une voie ferrée en projet avait atteint un point situé à 43 km d'Aurora sans jamais y parvenir. En somme, Aurora qui comptait alors près de 3000 habitants, était menacée d'extinction. Madame Brammer était convaincue que cette histoire était une tentative désespérée pour sauver Aurora. Son hypothèse était confortée par l'absence totale de suite donnée à cette histoire. Elle soulignait également que le juge Proctor n'avait jamais possédé d'éolienne sur sa propriété. Malheureusement, les théories de Brammer sur la supercherie contribuent également à donner une apparence de crédibilité à l'histoire. Tout d'abord, le juge Proctor possédait bien une éolienne sur sa propriété. On en a retrouvé les vestiges, ainsi que le puits que Broleot croyait contaminé. On a également découvert du métal fondu sur le site. Il s'agissait d'aluminium, un métal très rare à la fin du XIXe siècle. Une véritable pierre tombale, volée par la suite, se trouvait sur le site dans le cimetière et était censée marquer l'emplacement de la sépulture du pilote. Enfin, un radar à pénétration de sol a révélé la présence d'un objet en forme de cercueil sous terre. Quant à l'idée que l'histoire était un canular monté de toutes pièces pour sauver la ville, eh bien ces événements tragiques expliquent peut-être aussi pourquoi il n'y a pas eu de suite à l'accident du dirigeable. Vu tous les événements terribles qui venaient de se produire, il n'est pas vraiment surprenant que le pilote ait simplement été enterré et que les habitants aient repris le cours de leur vie. Il se passait des choses plus importantes à Aurora à cette époque que cet accident. Ce n'est que dans les années 1970 que l'histoire a de nouveau suscité l'intérêt. Que s'est-il réellement passé au Texas en 1897? Nul ne le sait. Bien qu'il n'existe aucune preuve concluante qu'un dirigeable se soit écrasé ce jour d'avril, je pense qu'un événement inhabituel s'est produit, mais nous ne le saurons probablement jamais. Avec le temps, les témoignages concernant le dirigeable s'estompèrent, laissant place au mystère et alimentant les débats sur les événements. Comme on peut l'imaginer, les théories abondent. Les tentatives pour élucider ces récits révèlent des réalités déplaisantes.
La couverture médiatique était peu fiable, aucun enquêteur indépendant n'a interrogé directement les témoins présumés ni tenté de vérifier ou d'infirmer leurs témoignages. À une exception près, aucun témoin oculaire n'a été interrogé même dans les années 1950, alors que certains étaient vraisemblablement encore en vie. Un témoin unique était un ancien employé du San Francisco Chronicle nommé Edward Ruppelt. En 1952, Ruppelt déclara qu'il avait été coursier en 1897 et qu'il se souvenait de l'incident, mais que le temps avait effacé les détails. Il précisa qu'il avait aperçu le dirigeable en compagnie de son rédacteur en chef, mais qu'il n'avait jamais rien dit à personne de peur de passer pour des fous. Il y aura toujours beaucoup de personnes pour rejeter la vague d'apparition de dirigeables de 1896-1897 comme une vaste supercherie. Déjà à l'époque, nombreuses furent les tentatives d'explication de ces observations, canulars, farces, coups de publicité ou hallucinations. Un homme suggéra même qu'il s'agissait de lucioles mal identifiées par les témoins. Il est également fort probable que nombre d'articles de presse fussent en réalité des canulars, surfant sur la vague d'un engouement national pour les histoires farfelues et insolites. Les récits entièrement inventés par des journalistes entreprenants ont tendance à se démarquer, car la plupart adoptent un ton ironique et sont fortement sensationnalistes. De plus, les prétendus auteurs de ces canulars journalistiques rendent leur supercherie flagrante en déclarant à la dernière phrase qu'ils écrivaient depuis un asile psychiatrique, ou quelque chose d'approchant. Au fil du temps, la vague d'observation de dirigeables de 1896-1897 est devenue sans doute l'anomalie historique la mieux étudiée. Les archives de près de 1500 journaux à travers les États-Unis ont été épluchées, un travail de recherche colossal. La conclusion générale des enquêteurs est qu'un nombre considérable d'observations simples était dû à des erreurs d'identification de planètes et d'étoiles. Selon cette même conclusion, des observations plus complexes résultaient de canulars et de plaisanteries. Un nombre non négligeable d'entre elles demeure cependant énigmatique. Que pouvaient bien être ces aéronefs, et surtout, qui les pilotait? En 2009, l'auteur Alan Danelek a avancé l'hypothèse que ce mystérieux dirigeable était l'œuvre d'un inconnu, possiblement financé par un riche investisseur de San Francisco. Ce dernier aurait construit un prototype comme véhicule d'essai pour une série ultérieure de dirigeables plus grands, destinés au transport de passagers. Danelek a non seulement présenté un scénario plausible, mais a également démontré comment l'engin aurait pu être construit à l'aide des matériaux et des technologies disponibles en 1896, incluant des schémas et des détails techniques hypothétiques. Selon Danelek, le dirigeable aurait été construit en secret afin d'éviter toute contrefaçon de brevets et de protéger les investisseurs en cas d'échec. Constatant que les vols ont d'abord été observés au-dessus de la Californie, puis plus tard au-dessus du Midwest, il a émis l'hypothèse que l'inventeur effectuait une série de courts vols d'essai, se déplaçant d'ouest en est et suivant les principales lignes de chemin de fer pour son approvisionnement logistique. Ce seraient ces vols expérimentaux qui auraient inspiré une grande partie des articles de presse de l'époque. Danelek a également noté que les rapports ont cessé brusquement fin avril 1897, suggérant que l'engin a peut-être connu un désastre, mettant ainsi fin à l'expédition et permettant aux observations de tomber dans le domaine de la légende. Ces idées n'étaient pas si éloignées de certaines théories avancées à la fin du XIXe siècle, période de grande popularité pour les auteurs de science-fiction comme Jules Verne et H.G. Wells. De fait, l'idée qu'un inventeur secret ait pu développer un engin aux capacités avancées était au cœur du roman de Jules Verne, Robur le Conquérant, paru en 1886. Des dirigeables pilotables avaient déjà volé publiquement aux États-Unis depuis 1863, et de nombreux inventeurs travaillaient sur des projets de dirigeables et d'avions. Deux officiers et ingénieurs de l'armée française, Arthur Krebs et Charles Renard, avaient effectué avec succès un vol à bord d'un dirigeable électrique appelé la France dès 1885, réalisant pas moins de 7 vols réussis en 11 mois. Toujours entre 1896 et 1897, David Schwartz construisit en Allemagne un dirigeable à revêtement d'aluminium qui survola avec succès l'aérodrome de Tempelhof, avant d'être irrémédiablement endommagé lors d'un atterrissage brutal. Ces deux événements ont clairement démontré que la technologie permettant de construire un dirigeable pratique existait pendant la période en question, mais si les rapports sur les capacités du dirigeable aperçus en Californie et dans le Midwest en 1896-97 sont vrais,
Il aurait été considérablement plus avancé que tous les dirigeables construits jusqu'alors. Plusieurs personnes, dont Lyman Gilmore et Thomas Edison, ont par la suite été identifiés comme des candidats possibles pour avoir participé à la conception et à la construction des dirigeables, bien que peu de preuves aient été trouvées pour étayer ces hypothèses. Thomas Edison a fermement démenti ces allégations. Comment expliquer les mystérieux dirigeables qui ont survolé l'Amérique en 1896 et 1897? S'agissait-il d'un canular ou d'un cas d'hystérie collective? C'est possible, mais cela semble peu probable compte tenu des témoins totalement indépendants les uns des autres qui l'ont aperçu et rapporté. À Chicago, une observation aurait rassemblé plusieurs centaines de personnes, qui l'ont toutes décrite de manière quasi identique. Si le vaisseau était réel, qui étaient donc les passagers? Ils avaient d'étranges messages à transmettre et semblaient travailler sans cesse à bord. Lors d'une rencontre au Texas, un passager du dirigeable demanda de l'aide pour réparer son appareil. Il remit de l'argent américain au témoin et lui demanda d'aller chercher des fournitures dans une quincaillerie locale. Mais comment des matériaux ordinaires pouvaient-ils fonctionner dans cet engin si mystérieux? Le mystère demeure entier. Il semble improbable que le dirigeable ait été construit selon les techniques mécaniques de l'époque, et pourtant il a bel et bien existé. Les passagers semblaient être des personnes ordinaires effectuant ce qui leur paraissait être un voyage banal, à bord d'une machine qui ne pouvait exister et pourtant bien réelle. Précédant de près de 50 ans le célèbre incident de Roswell, l'histoire d'Aurora est souvent citée comme l'un des premiers crashs d'OVNI présumés aux États-Unis. Dès le départ, son authenticité a fait l'objet de vifs débats. Certains passionnés continuent toujours les recherches, pour les sceptiques il s'agit juste d'un canular.